Cultination bonjour, bienvenue dans la vidéo du jour. Aujourd'hui nous allons explorer les aspects fascinants et complexes de la réincarnation. D'abord, nous vous plongerons dans l'incroyable histoire de Dorothy Heidy et sa réincarnation hors du commun. Vous serez ensuite époustouflé par les découvertes scientifiques sur les enfants réincarnés et les mystères de la vie après la mort. Enfin, nous partagerons avec vous des récits captivants sur la réincarnation qui ne manqueront pas de vous émerveiller. Mais la grande question reste, la réincarnation est-elle réelle? Croyez-vous en la réincarnation? Avant de démarrer, nous souhaitons vous rappeler que notre rôle n'est rien d'autre que de partager ou de transmettre des informations. Préparez-vous donc à vous lancer dans une expérience captivante et immersive. Et n'oubliez pas de consulter les sources d'informations mentionnées dans la description de la vidéo. C'est parti! L'incroyable histoire de réincarnation de Dorothy Heidy. Dorothy Heidy, au-delà de ses succès professionnels, est principalement célèbre pour sa conviction d'être la réincarnation d'une prêtresse égyptienne dans une vie antérieure. Sa vie et son travail ont été largement traités dans de nombreux documentaires, articles et biographies. D'origine britannique, elle était une archéologue égyptienne éminente et une spécialiste reconnue de la civilisation de l'Égypte pharaonique. Selon les critères de l'excentricité britannique, elle se distinguait par son caractère extraordinairement excentrique. Elle a acquis une renommée mondiale grâce à ses affirmations miraculeuses et à ses actes extraordinaires, captivant les gens avec ses assertions remarquables. Elle est connue sous différents noms. Elle est née le 16 janvier 1904 à Blackheath, East Greenwich, à Londres, et était la fille de Reuben Ernest Heidy et de Caroline Marie Heidy, et appartenait à une famille de classe moyenne inférieure, car son père était un maître tailleur à l'époque édouardienne. Sa vie a pris un tournant dramatique lorsqu'elle est tombée dans un escalier à l'âge de 3 ans et a été déclarée morte par le médecin de famille. 1 heure plus tard, lorsque le médecin est revenu pour préparer le corps pour le salon funéraire, il l'a découvert assis dans son lit en train de jouer. Peu de temps après, elle a commencé à parler à ses parents d'un rêve récurrent où elle vivait dans un immense bâtiment à colonnes. En larmes, elle a insisté « Je veux rentrer à la maison !» Elle a continué à être perplexe jusqu'à ce qu'elle soit amenée au British Museum à l'âge de 4 ans. Lorsqu'elle pénétra dans les galeries égyptiennes avec ses parents, elle s'échappa de l'étreinte de sa mère et se mit à courir follement à travers les couloirs, embrassant les pieds des statues antiques. Elle avait trouvé sa maison, le monde de l'Égypte ancienne. Même si elle n'avait pas les moyens de poursuivre des études supérieures, Dorothy fit de son mieux pour en apprendre davantage sur cette civilisation antique. En fréquentant assidûment le British Museum, elle parvint à persuader des égyptologues éminents tels que Wallis Budge de lui enseigner les rudiments des anciens hiéroglyphes égyptiens de manière informelle. Ainsi, lorsqu'une opportunité se présenta pour travailler dans le bureau d'un magazine égyptien publié à Londres, elle la saisit. Elle y devint rapidement une fervente défenseuse du nationalisme égyptien moderne ainsi que des splendeurs de l'époque pharaonique. C'est là qu'elle rencontra un Égyptien nommé Imam Abd el-Meguid, et en 1933, après avoir rêvé pendant 25 ans de rentrer chez elle, elle et Meguid partirent en Égypte et se marièrent. À son arrivée au Caire, elle prit le nom de Boulboul Abd el-Meguid. Lorsqu'elle donna naissance à un fils, elle le nomma Séti, en l'honneur du pharaon qui était décédé depuis longtemps. Cependant, son mariage avec Abd el-Meguid a rapidement connu des difficultés, en partie parce qu'elle commençait à agir de plus en plus comme si elle vivait dans l'Égypte ancienne, peut-être même plus que dans le monde moderne. Elle raconta à son mari et à tous ceux qui voulaient l'entendre qu'en 1300 avant notre ère, une jeune fille de 14 ans nommée Bentreshit, fille d'un marchand de légumes et d'un simple soldat, avait été choisie pour devenir apprentie prêtresse vierge. La beauté incroyable de Bentreshit attira l'attention du pharaon Séti I, père de Ramsès II le Grand, et elle tomba enceinte de lui. Malheureusement, cette histoire se termina tragiquement, car plutôt que d'impliquer le souverain dans ce qui aurait été considéré comme un acte de violation des règles avec une prêtresse du temple interdite, Bentreshit se suicida. Le pharaon Séti, le cœur brisé et profondément touché par son geste, jura de ne jamais l'oublier. Ainsi, Dorothy était convaincue d'être la réincarnation de la jeune prêtresse Bentreshit. Elle commença à se faire appeler Séti, ce qui signifie littéralement mère de Séti en arabe. Inquiet et se sentant aliéné par le comportement de Dorothy, l'imam Abd el-Meguid divorça d'elle en 1936. Mais elle accepta cette évolution avec sérénité et convaincue qu'elle vivait maintenant dans sa véritable demeure, elle ne retourna jamais en Angleterre.
Afin de subvenir aux besoins de son fils, elle accepta un emploi au département des Antiquités où elle releva rapidement une connaissance remarquable de tous les aspects de l'histoire et de la culture de l'Égypte ancienne. Malgré son excentricité, elle était une professionnelle accomplie et efficace dans l'étude et la fouille des artefacts égyptiens antiques. Elle avait un don pour percevoir de nombreux détails de la vie égyptienne ancienne, ce qui lui permettait d'apporter une aide précieuse lors des fouilles. Ses collègues égyptologues étaient souvent déconcertés par ses idées mystérieuses. Lors des fouilles, elle affirmait se souvenir de sa vie passée et donnait des indications sur les emplacements à explorer. Ces souvenirs se révélaient souvent exacts, conduisant à la découverte de vestiges perdus depuis longtemps. Dans ses journaux, tenus secrets jusqu'à sa mort, elle racontait les visites régulières de l'esprit de son ancien amant, le pharaon Séti I. Même selon ses écrits, elle était convaincue d'avoir été Bentreshit, la jeune prêtresse ayant vécu il y a des milliers d'années. Malgré l'étrangeté de ses prétentions, ses contributions dans son domaine étaient si remarquables que ses collègues finirent par accepter ses souvenirs et sa passion pour les anciens dieux égyptiens. Sa mémoire lui permettait souvent de faire des découvertes importantes lors des fouilles, suscitant l'étonnement de tous. Elle collabora étroitement avec des égyptologues renommés tels que Selim Hassan et le professeur Ahmed Fakhri pour contribuer à la publication de leurs travaux. En 1951, elle rejoignit l'équipe du professeur Fakhri à Dakour, où elle continua à apporter son expertise et sa passion pour l'Égypte ancienne. Elle a apporté une aide inestimable à Fakhri lors de l'exploration des champs pyramidaux de la grande nécropole de Menfi. Ses connaissances et son expérience éditoriale ont été d'une valeur inestimable pour la préparation des enregistrements de terrain et des rapports finaux publiés ultérieurement. Les visites qu'elle a effectuées au grand temple d'Abydos en 1952 et 1954 ont renforcé sa conviction profonde qu'elle avait été prêtresse dans une vie antérieure en ces lieux. Grâce à ses efforts, elle a réussi à être affectée de manière permanente à Abydos en 1956 après avoir plaidé pour un transfert à cet endroit qui occupait toutes ses pensées. Malgré l'âge de la retraite fixé à 60 ans, en 1964, elle a présenté des arguments solides pour prolonger son service de 5 années supplémentaires. Lorsqu'elle a finalement pris sa retraite en 1969, elle a choisi de continuer à vivre dans le village modeste d'Araba El Madfouna, à proximité d'Abydos, où elle était devenue une figure familière pour les archéologues et les touristes au fil du temps. Avec une pension mensuelle négligeable d'environ 30 $, elle a vécu dans différentes maisons paysannes en briques crues, partageant son quotidien avec des chats, des ânes et même des vipères apprivoisées. Sa nourriture se limitait à du thé à la menthe, de l'eau bénite, des vitamines pour chiens et elle trouvait réconfort dans la prière. Pour compléter ses revenus, elle vendait ses propres broderies représentant les divinités égyptiennes, des scènes du temple d'Abydos et des cartouches hiéroglyphiques aux touristes. À proximité du temple, elle a consacré de nombreuses heures pendant ses années de déclin à décrire ses merveilles aux touristes et à partager son immense savoir avec les archéologues en visite. James Allen de l'American Research Center au Caire l'a qualifiée de mécène de l'égyptologie, soulignant que tous les archéologues américains en Égypte la respectaient. Toutefois, alors que sa santé déclinait au fil des ans, elle a survécu à une crise cardiaque, à une fracture du genou, à une phlébite et à une dysenterie et à d'autres affections. Malgré sa minceur et sa fragilité, elle était déterminée à poursuivre son voyage terrestre à Abydos, affirmant que cela en valait la peine et qu'elle ne changerait rien. Lorsque son fils Séti, travaillant alors au Koweït, lui a proposé de vivre avec lui et ses 8 enfants, elle a poliment décliné l'offre. Elle lui a expliqué qu'elle avait vécu à côté d'Abydos pendant plus de 2 décennies et qu'elle était déterminée à y mourir et à y être enterrée. Elle est décédée le 21 avril 1981 dans le village voisin du temple sacré d'Abydos. Conformément à la tradition égyptienne antique, sa tombe, située à l'ouest de son jardin, était surmontée d'une sculpture d'Isis aux ailes déployées. Eddie était convaincue qu'après sa mort, son esprit traverserait la porte de l'Occident pour retrouver les amis qu'elle avait connus dans sa vie. La science étudie les enfants réincarnés et les mystères qui entourent la vie après la mort. Depuis plus de 50 ans, la communauté scientifique américaine, à commencer par Ian Stevenson, se consacre à l'étude des enfants qui prétendent se souvenir d'une vie passée entre l'âge de 3 et 7 ans. Ces souvenirs se manifestent généralement par des cauchemars intenses vers l'âge de 2 ou 3 ans, pour ensuite disparaître vers l'âge de 6 ou 7 ans lorsque l'enfant développe sa conscience morale. Les chercheurs de l'université de Charlottesville, en Virginie aux États-Unis, sont particulièrement engagés dans cette recherche sur ce qu'on appelle communément les enfants réincarnés.
On estime qu'il existe des dizaines de milliers de ces enfants répartis à travers le monde, attirant ainsi l'attention des scientifiques qui vont à leur rencontre. Lorsqu'un enfant présente des souvenirs de vie antérieure, il est considéré comme étant réincarné. En effet, à l'origine de ces investigations, le psychiatre Ian Stevenson, auteur d'un livre sur la réincarnation, a mené cette enquête avant que le chercheur Jim Tucker ne reprenne le flambeau après le décès de ce dernier en 2007. Bien que dans notre société rationnelle, il puisse sembler étrange que des enfants rapportent des souvenirs sans les avoir vécus, ces moments sont profondément troublants pour eux. Les scientifiques répertorient actuellement des dizaines de milliers de cas qui suscitent de nombreuses interrogations. Cependant, tous les individus réincarnés présentent des manifestations troublantes similaires. Certains d'entre eux parviennent même à relater des événements historiques avec une précision surprenante, comme s'ils y avaient réellement assisté. Si les chercheurs étudient aujourd'hui ce qu'ils considèrent comme des enfants réincarnés, il convient de noter que la réincarnation est une croyance ancienne. Des traces de cette idée se retrouvent dans toutes les cultures, remontant à plus de 5000 ans dans la religion hindouiste. Toutefois, lorsqu'on évoque la réincarnation de nos jours, c'est souvent celle des bouddhistes tibétains qui est mentionnée. Selon la philosophie bouddhiste, il n'y a ni âme ni personne distincte. Chaque être est composé d'un flux dynamique d'expériences qui façonne sa conscience. Rien ne se crée ni ne se perd, mais tout se transforme. En d'autres termes, on ne naît pas, on ne meurt pas, on passe simplement d'une vie à une autre avec une continuité de conscience. Dans la culture Gitxsan, au Canada, l'esprit se renouvelle, c'est-à-dire que l'esprit d'une personne décédée revient dans un nouveau-né. Cependant, dans nos sociétés cartésiennes et influencées par les religions monothéistes, ces théories sont souvent contestées. Les enfants réincarnés ne sont pas toujours écoutés ni pris au sérieux. Notre société a du mal à intégrer cette idée, et ceux qui croient à la réincarnation sont parfois perçus comme des personnes excentriques. Le cas de James Leininger est un exemple fascinant d'un enfant américain de 23 ans qui serait considéré comme réincarné. Selon ses parents, dans sa vie précédente, il aurait été un pilote d'avion de chasse décédé au combat. Dès son plus jeune âge, il était sujet à des terreurs nocturnes intenses et avait une passion dévorante pour l'aviation. Ses parents ont pris soin de noter tous les détails des récits que l'enfant pouvait raconter. Bien que le père ait initialement rejeté cette idée, il a fini par permettre à son fils de rencontrer la sœur du soldat décédé ainsi qu'un de ses compagnons d'armes qui se reconnaissait en lui puisqu'ils avaient vécu ensemble dans les années 1940. Les récits de James étaient remarquablement similaires à la réalité de la Seconde Guerre mondiale. Certains ont accusé l'enfant d'être manipulé, mais pour Carol Bauman, une pédopsychiatre spécialisée dans les enfants réincarnés, il semblait bien avoir des souvenirs d'une vie antérieure. Selon cette experte, il est fréquent que les enfants qui se souviennent des vies antérieures aient été victimes de morts violentes. Lorsque ces enfants peuvent faire leur deuil dans leur vie présente, les cauchemars tendent à s'atténuer. Les chercheurs de l'université de Virginie soulignent également que certains enfants naissent avec des taches de naissance inexpliquées, qui pourraient être des marques de blessures provenant de vies antérieures. Cependant, en raison de la controverse entourant la réincarnation, il existe peu de soutien ou de prise en charge pour ces enfants. Le docteur Jim Tucker, membre de cette équipe, a publié un guide à l'intention des parents, contenant notamment des phrases couramment utilisées par les enfants réincarnés. Les parents se trouvent souvent désemparés face à ces situations, car ils ne sont pas écoutés. Cependant, le docteur Tucker souligne que ces conseils ne peuvent pas remplacer une thérapie adaptée. Il précise également que les enfants réincarnés ne présentent aucun trouble mental. Les chercheurs encouragent d'ailleurs les familles du monde entier à les contacter en cas de doute. Mais malgré la précision et la réalité des données recueillies, les découvertes des chercheurs américains pourraient ne jamais être reconnues à l'échelle internationale. Aucun scientifique n'a encore officialisé ces théories, y compris Ian Stevenson, pourtant un pionnier en la matière. Il déclarait à propos de ses recherches « Je préfère dire que mon travail suggère l'existence des vies antérieures plutôt qu'il ne le prouve. » Des récits captivants sur la réincarnation. La réincarnation reste un mystère non résolu. Tandis qu'elle est profondément ancrée dans les croyances orientales, son acceptation demeure limitée en Occident. Elle défie les bases scientifiques du savoir. Selon cette croyance, chaque être humain possède une âme qui se réincarne dans un nouveau corps. C'est une idée principalement associée à l'hindouisme qui suggère que le cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance représente le parcours de l'âme qui prend forme dans un corps, le quitte lorsqu'il meurt, puis revient sur Terre dans une nouvelle forme. À travers le monde, d'innombrables récits témoignent de la possibilité de la réincarnation. Ainsi, il y a l'histoire captivante de Ma Tin Aung Myo, une femme birmane qui prétendait être la réincarnation d'un soldat japonais tué pendant la Seconde Guerre mondiale.
En effet, la Birmanie était autrefois occupée par les Japonais dans les années 1940 et subissait de fréquents bombardements de la part des Alliés. Les parents de Ma Tin vivaient à cette époque et sa mère, Dao Aye Tin, avait noué une amitié avec un cuisinier japonais pendant la guerre. Après le départ des Japonais et le retour à une vie normale, sa mère tomba enceinte de son 4e enfant en 1953. Toutefois, elle continuait de faire le même rêve où son ami cuisinier japonais lui promettait de revenir auprès d'elle. C'est donc le 26 décembre 1953 que Ma Tin vit le jour, un bébé en parfaite santé, mais portant une marque de naissance sur l'aine. Au fil de sa croissance, elle ressentait de plus en plus le besoin de rentrer chez elle, ce qui déconcertait son entourage puisqu'elle était déjà chez elle. Ses demandes de retour au Japon se faisaient de plus en plus précises. Elle pouvait décrire sa maison, parler de sa famille et évoquer des souvenirs. Les avions lui inspiraient une grande peur et elle était au bord des larmes chaque fois qu'elle envoyait survoler sa maison. Elle parvenait même à décrire son emploi passé, les vêtements qu'elle portait lors de sa mort, ainsi que les circonstances de celle-ci. Elle prétendait être la même personne avec qui sa mère s'était liée d'amitié autrefois. Elle se souvenait être un cuisinier dans l'armée japonaise et se trouvait à proximité d'un tas de bois de chauffage lors de l'attaque des Alliés. Une balle tirée d'un avion l'avait touchée à l'aine alors qu'elle fuyait pour se mettre à l'abri. Cette expérience expliquait sa phobie des avions. De plus, elle était en mesure de donner une description précise de l'avion qui avait causé sa mort. Elle affirmait également avoir été un homme dans sa vie antérieure. Toutes ces déclarations concernant l'attaque du village par un avion et son rôle de cuisinier dans l'armée se sont avérées être vraies. Poursuivons avec l'histoire de Luke Ruelman, un jeune garçon de 5 ans convaincu d'avoir été une femme nommée Pam, décédée après avoir sauté d'un bâtiment en flammes. En effet, Erika, la mère de Luke, raconte que celui-ci a commencé à parler de Pam dès l'âge de 2 ans. Pourtant, elle n'avait jamais connu quelqu'un portant ce nom dans la famille, ce qui rendait improbable qu'il ait pu l'entendre dans son cercle familial. Lorsque la mère de Luke lui demanda qui était Pam, il répondit qu'il était Pam. Il déclara « Je suis Pam ». Je veux dire, j'étais Pam, mais je suis morte, puis je suis allée au paradis. J'ai vu Dieu, et finalement il m'a renvoyé ici. Et quand je me suis réveillé, j'étais un bébé, et vous m'avez appelé Luke. Il se souvenait également d'être une femme aux cheveux noirs. Le petit garçon expliqua à sa mère comment Pam était décédée. Il mentionna qu'elle vivait à Chicago et qu'elle avait péri en sautant d'un hôtel en feu. Après des recherches approfondies, Erika découvrit qu'une femme du nom de Pam Robinson avait effectivement perdu la vie aux côtés de 19 autres personnes dans l'incendie de l'hôtel Paxton de Chicago en mars 1933. Elle avait trouvé la mort en sautant par une fenêtre de l'hôtel. Il convient de souligner que la famille du petit garçon n'avait jamais visité Chicago. Ces récits révèlent-ils de la réincarnation ou de simples coïncidences? À vous de juger. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et nous tenons à vous remercier sincèrement d'avoir patienté jusqu'à la fin. Si les informations partagées vous ont captivé, ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. Restez connectés avec Cultination car de nouvelles découvertes exceptionnelles vous attendent prochainement. À bientôt sur Cultination.